Aujourd'hui, nous allons participer à une table ronde intitulée « Gouvernance territoriale, l'intercollectivité, outils pour les défis actuels de résilience ». Un événement organisé par la AENA, Association des anciens de l'École nationale d'administration, qui est avec nous aujourd'hui. Je salue M. Hand qui a préparé cet événement avec nous, mais qui n'a pas pu venir, mais il y a des représentants. Sans plus attendre, j'invite M. Patrick Pérez, le conseiller d'action culturelle, pour prononcer les mots d'ouverture de cet événement. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, tout protocole respecté, je suis particulièrement heureuse de me retrouver parmi vous cet après-midi pour un nouvel événement organisé par l'Association des anciens de l'ENA. Je salue Ange, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais Missa le représente et qui fait aussi partie de l'association, qui a nouvellement élu son nouveau bureau. Et donc, le prochain président de l'association, c'est l'actuel directeur général du SAMIFIN. Voilà, donc chaque mois, les anciens de l'ENA organisent des activités, des conférences, à destination de tout public, et aussi des vidéos, etc., pour des concours de vidéos pour les jeunes, etc. Et cet après-midi, donc, ça sera la place à un sujet d'actualité sur la décentralisation et en particulier l'intercommunalité. Donc l'intercommunalité est le regroupement de communes ou de municipalités dans une structure légale en vue de coopérer dans un ou plusieurs domaines. Et nous sommes là au cœur de ce qu'on nomme la décentralisation. Donc c'est souhaité, c'est un long processus de transfert de compétences et de moyens humains, financiers et autres aux collectivités locales. Donc on peut saluer l'engagement du gouvernement de Madagascar en faveur de la décentralisation. Et je réitère l'engagement de la France aux côtés de Madagascar pour accompagner ce processus et faire profiter notamment de l'expertise française en la matière. Concernant l'appui aux collectivités françaises, je souhaiterais dire un mot sur la coopération décentralisée qui existe depuis très longtemps entre la France et Madagascar. Pour mémoire, une coopération décentralisée est un partenariat entre deux collectivités étrangères, en l'occurrence ici française et malgache, et elle a pour but, cette coopération, de réaliser des projets ensemble dans des domaines définis par les deux parties. Nous avons à Madagascar une trentaine de collectivités françaises qui sont engagées auprès des collectivités malgaches. C'est le premier pays en termes de flux financiers de collectivités françaises avec des collectivités malgaches, devant le Sénégal, et c'est chaque année des projets à hauteur de 7 millions d'euros. Ces partenariats apportent un appui dans la mise en œuvre des compétences qui ont été transférées aux collectivités décentralisées de Madagascar. En l'occurrence, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation de Madagascar, particulièrement bien représenté cet après-midi par monsieur le directeur général du Fonds de développement local, et puis monsieur, son Excellence, directeur de la coopération décentralisée, de l'intercollectivité et du partenariat public-privé au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, et qui connaît parfaitement le sujet. C'est un fidèle allié dans la coopération, et nous nous réjouissons qu'il puisse partager son expérience avec monsieur le directeur général du Fonds de développement local cet après-midi. L'intercommunalité est aussi au cœur des travaux d'au moins deux coopérations qui sont présentes cet après-midi, à savoir le GESCOD, donc c'est le Grand Est en France, qui est jumelé avec la région de Bouéni, et puis la région Nouvelle-Aquitaine, qui est jumelée avec la région Itache. Ils sont très enthousiastes à participer à ces discussions, car cet échelon intercommunal est devenu pertinent dans la réalisation de certains projets, comme les gares routières, pour ne prendre qu'un exemple. Nous, en l'occurrence, au niveau de l'ambassade de France, on est particulièrement heureux que cet après-midi ait lieu, puisqu'on va en profiter pour organiser, à l'issue de cette conférence, un atelier, puisqu'on voudrait mettre en place un atelier au cours des prochains ateliers des coopérations décentralisées sur cette thématique. Et donc, ce sera un peu le point de départ des réflexions cet après-midi. Donc n'hésitez pas à prendre la parole pour interroger nos panélistes. Je salue la présence
du maire d'Ampef, de la région Itache, qui est aussi le président de l'intercommunalité, et puis monsieur le président de la communauté urbaine d'Ambatoubouni, qui est aussi le président de l'intercommunalité. Et sans plus tarder, en modérateur, nous aurons la chance d'avoir Madame la directrice exécutive de l'agence d'urbanisme IPAM. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente conférence cet après-midi et merci aux panélistes de bien vouloir prendre la scène et puis de commencer ce beau sujet et nous aurons plaisir à vous entendre. Excellent après-midi, à très bientôt. Nous remercions M. Lecoqac pour ses mots d'ouverture et ses rappels, notamment sur l'importance de l'intercollectivité et le lien avec la coopération décentralisée qui se déroule à Madagascar et la France. Maintenant, j'invite les panélistes à venir me rejoindre. Donc, côté ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, Monsieur le directeur de la coopération des collectivités, Monsieur Roger Mazoua, s'il vous plaît. Monsieur le directeur général du Fonds de développement local, Monsieur Ratra Safnjakout. Monsieur le président de l'OPCI TFI Souamraï et maire d'Ambatoubouni, Monsieur Jean-Valérien Rakout-Nandrasan, s'il vous plaît. Et Monsieur le président de l'OPCI 3A Miroussou, maire d'Ampefi, Monsieur Toudou Ratoufnjawan. Accueillons nos panélistes avec beaucoup d'applaudissements pour les encourager. Merci beaucoup. Suite à l'introduction faite par Monsieur le conseiller tout à l'heure, il a parlé d'un sujet d'actualité qui est l'intercollectivité. Nous connaissons un peu l'intercommunalité, mais là, on passe à une autre échelle, intercollectivité. Mais de quoi ça parle? Quelles différences, quels défis et quels enjeux? Si nous sommes là aujourd'hui, c'est que nous nous intéressons au sujet, et pas seulement. Nous croyons que c'est véritablement un outil qui peut permettre aux communes d'aller plus loin. Donc, pour mieux comprendre ce à quoi nous allons parler, j'invite tout de suite Monsieur le directeur, Monsieur le DCC, à nous parler de la décentralisation des principes et fondements à Madagascar et où en sommes-nous aujourd'hui. S'il vous plaît. Merci. Donc, bonsoir à tous. Oui, parler de décentralisation, ce que le langage public le disait toujours, c'est de comparer, par exemple, à des secteurs santé, secteur... Et ceci, pour répondre, merci, et là, c'est que déjà, il faut comprendre que la décentralisation à Madagascar est un engagement constitutionnel. Madagascar, selon notre constitution, est un État avec des structures décentralisées. Ce n'est pas un secteur, c'est une politique publique, et ça ne date pas d'aujourd'hui, plusieurs années. Par contre, ce qui est, je pense, à comprendre que dans les termes de ce fondement de la décentralisation, nous avons, comme tout pays, essayé d'expérimenter, de voir. Il y a eu des moments à Madagascar, on est revenu même en arrière par rapport à la décentralisation pour mieux voir comment ça peut s'articuler. Et enfin, on a eu toutes ces séries de lois, je ne veux plus revenir là-dessus. En termes de fondement, la première des choses qui est quand même de bien savoir, c'est que on est en phase aujourd'hui sur un changement de paradigme sur la décentralisation. On avait aussi l'habitude de parler de décentralisation, déconcentration. C'est quoi? C'est la même chose? C'est quoi? Effectivement, cette notion, cette dualité, ce concept, on le verra tout à l'heure dans les présentations, précise bien que on ne peut pas faire de décentralisation sans déconcentration. C'est-à-dire que les deux, c'est comme le riz et l'eau, doivent aller ensemble. On a eu des textes réglementaires et tout, les processus avec des partenaires dont je salue, il y a déjà la SCAC,
Il y a la coopération allemande aussi. Je ne sais pas s'il y a du PNUD qui est là. Plusieurs projets programmes se sont engagés, l'Union européenne, en appuyant le gouvernement, mais surtout ces collectivités à qui on doit transférer, je dis bien on doit transférer selon la loi organique 2014-018, la loi de base de la décentralisation, les compétences qui seront transférées à ces communes. Il y en a quelques-unes déjà, si je ne veux pas parler que l'état civil au niveau du ministère de l'Intérieur, qui a été transféré aux communes, et encore moins, il y a encore beaucoup de problèmes à régler. Je vois nos amis de la justice, de la cour d'appel, je vois qu'ils sont là, de dire qu'il y a encore beaucoup à faire, mais voilà le fondement, si on veut parler de fondement. La présentation, donc, comme je disais tout à l'heure, c'était juste une petite introduction. On va aller tout de suite au vif du sujet. Nous avons depuis juin, juillet et homologué, validé en août, un cadre juridique, après ce constat depuis toutes ces années que la décentralisation peine à s'installer. Il a fallu plusieurs ateliers, plusieurs conférences, et finalement, on est arrivé à dire, OK, il faut un changement de paradigme. Il faudrait vraiment que l'on consacre des efforts multidimensionnels. Et c'est ça la lettre de politique de décentralisation émergente, selon une loi 2021-011 du 18 août 2021, qui précise qu'il faut changer. Il faut aller plus en détail, il faut oser faire et relever les défis et les réaliser. Un mot que nous avons beaucoup retenu dans cette faire de la décentralisation le moteur de l'émergence de Madagascar, mais avec ça, c'était une déclaration du Premier ministre, chef du gouvernement, le 17 décembre 2019 au Carlton. La décentralisation n'est plus une option, mais une obligation. Ça dit son mot. Et donc, juste vous donner ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ça, vous l'aurez les slides, hein. C'est pour vous dire, en ne parlant que de la Constitution, vous allez voir dans tous ces articles de la Constitution, c'est précisé les collectivités territoriales décentralisées. Que nous verrons, ce sont des provinces, nous avons 6 provinces, nous avons 23 régions aujourd'hui, nous avons 1695 communes, dont 76 urbaines et le reste 1619 rurales. Tous ces articles-là sont la base constitutionnelle. Donc c'est une obligation constitutionnelle. Secondo, nous allons parler aussi, c'est un engagement de l'État, ce que j'ai dit. Dans la politique générale de l'État, c'est bien précisé que l'engagement numéro 12, autonomisation et responsabilisation de nos collectivités territoriales. C'est pour ça qu'on n'a pas précisé intercommunalité seulement. Les régions peuvent bien, aussi bien que les provinces, faire des relations intercollectivités. Mais plus facilement, donc, ce serait intercommunalité qui est le langage qui coule. L'autonomie, la responsabilisation, ça ne pourrait s'engager que s'il y a des réformes institutionnelles. Ça serait l'objet que nous allons voir. L'autonomisation, je disais, et la responsabilisation, il faut qu'on change, qu'on fasse des réformes. Nous allons voir dans les 6 axes de la lettre de politique de décentralisation émergente, c'est que tous les efforts doivent être faits à tous les acteurs qui accompagnent la décentralisation. La responsabilisation, comment? Tout ça va être vu tout à l'heure. Là, on voulait vous donner
Parce qu'avant de parler, que ce soit intercommunalité, interrégionalité ou interprovincialité, quels sont les constats globaux? Ils ne sont pas exhaustifs. Hein. Mais ça, pour vous nous donner une idée, beaucoup de constats, que ce soit pour les collectivités, les difficultés, les appuis conseils, nous avons énuméré pas mal de points là, ceux qui sont sortis de plusieurs ateliers, de plusieurs réflexions, pour dire que le socle est encore insuffisamment ancré. Et là-dessus, nous allons voir pour la suite, il y a 6 axes stratégiques. Le premier axe, c'est ce qu'on appelle les réformes institutionnelles et territoires. D'où l'idée de mettre en tête, l'intitulé, c'est la gouvernance territoriale. Le premier axe, j'ai dit, c'est la réforme institutionnelle et territoriale. De quel territoire on parle? Aujourd'hui, nous allons parler d'intercommunalité, mais il y a beaucoup de gens, beaucoup de partenaires, beaucoup de gens disent oui, mais pour nous, le pays ne répond plus à ce que dit l'État, ce sont les régions, les provinces, les communes. Il y en a qui disent beaucoup. Ça peut être un pays, comme ce qui se passe en France. Ça peut être ethnique. Beaucoup de gens réfléchissent comme ça. Et de dire que, donc là-dessus, dans la réforme, l'axe stratégique numéro 1, dans cette réforme, il faut voir, il y a des concertations régionales qui se font déjà dans toutes les 23 régions aujourd'hui. Il y aura une concertation nationale pour définir que pensent tous les acteurs et les populations dans les régions. Il faut plus standardiser les politiques. Dans beaucoup de pays, c'est différencié selon les potentialités, selon les réalités, selon la culture, mais pas un découpage carré administratif qui date de l'avant l'indépendance. Par exemple, les provinces, il y en a qui ne s'identifient pas là-dedans. L'axe numéro 2, c'est la territorialisation des politiques publiques. Le constat est très clair. Là-bas, les gens dans les frontales ne comprennent pas quelle est la politique de l'État en matière de jeunesse, en matière d'éducation, en matière de santé. Et c'est pour ça, quelque part, on arrive à bien dire que c'est peut-être ça la cause des crises récurrentes à Madagascar. Les gens ne comprennent pas, l'État c'est eux. Après c'est les élus, le parlementaire, ils sont à côté, ils sont encore loin de nous. Et nous, on est quoi dedans? Les politiques publiques doivent être comprises par tous avec des langages transmis jusqu'au niveau de base, dans les hameaux, dans les villages. Quelle est la politique générale de l'État? Et quelles sont les politiques sectorielles? Est-ce que ça répond à notre besoin? Que pensent les gens d'Andouille par rapport aux gens de la Diana ou de la Sava, par exemple? Donc, la territorialisation des publics, c'est beaucoup plus de bien comprendre déjà qu'il faut qu'il y ait vraiment, parce que les 2D que j'avais parlé au début, ça a marché à un certain moment, quand ça arrange, mais quand ça n'arrange pas, c'est-à-dire qu'entre les élus des collectivités, par exemple des communes, ou les services techniques déconcentrés et la représentation de l'État, il y a beaucoup de dysfonctionnements, incompréhension. Quelquefois, des élus des commères osent même dire que oui, c'est vrai, on ne comprend pas, et il y a des ordres qui leur tombent, qui leur arrivent du haut lieu, des ministères par exemple, des DG, des directeurs qui disent « Monsieur le maire, vous devez faire ça ». Ne pas oublier les principes de base de la décentralisation, déjà la libre administration et la finance, et le principe de subsidiarité, qui est un principe fondamental si on veut le faire. Dans la territorialisation des politiques publiques, voilà ce qu'il s'agit. L'autre axe dont nous allons parler, c'est donc la participation citoyenne. Qu'en est-il? Nous allons voir tout à l'heure avec le DG qui va en parler, où
on a eu beaucoup d'expérience. Madagascar est le premier pays en Afrique, on n'est pas toujours derrière, hein. On est le premier pays à avoir expérimenté, après donc Rio de Janeiro au Brésil, le budget participatif. Il n'y a pas moins de 300 communes qui ont appliqué ce principe de budget participatif. Et finalement, on a dit, OK, si on établit ça dans des espaces de concertation, de dialogue, comme à travers les communes, pour s'intéresser à la chose publique, participer au développement de sa commune. Donc la participation citoyenne, ça peut se poser aussi dans beaucoup d'autres choses. C'est que, est-ce qu'il y a le contrôle citoyen de l'action publique? C'est dans la règle de l'art. Les élus doivent être interpellés aussi. Pas seulement au niveau des parlementaires, mais jusqu'au niveau des communes. Les conseillers, ils sont là 4 ans durant un mandat. Est-ce qu'ils sont redevables? Est-ce qu'ils expliquent aux gens qu'est-ce qu'ils font? Donc, la participation citoyenne, si on résume, c'est toujours pour donner une idée comment intéresser toutes les catégories. Hein, le plan communal de développement qui a évolué, plan de développement local intégré et inclusif, comment donner son apport à tous les acteurs au niveau. Le 4e axe dont on pourra parler, c'est le transfert des compétences, des pouvoirs au CTD. C'est-à-dire que le transfert doit se faire d'une manière à répondre effectivement aux besoins des territoires. Le transfert doit se faire, l'appuyer par l'État et ses partenaires pour que les communes, les régions, aujourd'hui qui sont opérationnelles, puissent mieux s'exprimer, puissent mieux apporter dans le cadre donc de leurs activités, hein, qui est ce transfert. Mais pas seulement ça, il y a aussi l'autre transfert dont il s'agit. Les gens ont l'habitude, et dans beaucoup, en vous partageant, c'est que les gens ont l'habitude de parler que, OK, on parle de transfert des compétences, nous allons voir un graphe, je pense que je vais accélérer, là c'est mieux, c'est ce joli graphe qui explique tout, c'est que il y a aussi le transfert et des compétences et du budget alloué qui se font entre les services techniques déconcentrés. Le constat, comme on a vu au début, il y a plein de problèmes. Les directions régionales n'ont pas assez de moyens. Ce graphe-là, pour vous donner une idée, ça résume un peu tout ce que j'ai dit et ce que je vais dire. Ça explique au milieu le niveau de décentralisation. Là-bas, c'est le démembrement des ministères, direction régionale, direction ou délégation dans les districts. Et ensuite, ici, c'est la représentation de l'État. Ce graphe explique qu'il faut qu'il y ait des corrélations entre ces niveaux pour parfaire. Et ça a démarré, mais ce n'est pas si efficace que ça. Voilà. Ensuite, je vais parler maintenant, quand on a discuté avec le groupe de l'association des anciens étudiants de l'ENA, de dire il faut que les gens comprennent que la gouvernance territoriale est plus que fondamentale pour le pays. Le gouvernement, le régime en tout entier pense déjà que comment on peut, en imaginant que dans la gouvernance, il y a un schéma que j'ai mis là aussi, ça je vous en ai parlé déjà tout à l'heure, voilà, c'est un peu la roue de la gouvernance territoriale. Nous avons l'État et ses démembrements, les services techniques déconcentrés, les collectivités, l'organisation de société civile, le secteur privé, le Parlement, Sénat et Assemblée nationale, qui ont tous un rôle. C'est la roue de la gouvernance territoriale. Il faut qu'il y ait cet esprit de voir comment nous allons voir les cadres juridiques. S'il faut réformer les textes, les lois, les décrets, l'application aussi,
il faut qu'on voit que tous ces acteurs ont chacun leur contribution. Quand je dis privé, là, ne vous en faites pas, les PTF sont mis dedans aussi, avec le privé. Mais on peut séparer. Voilà. Et la modalité de collaboration doit être contractualisée. C'est ce qui n'a pas été fait jusqu'à maintenant. Comment il peut faire entre l'État et les collectivités, le contrat État et les régions, par exemple, ou État avec l'intercommunalité. Ça, c'est de soi que la contractualisation permettra, dans notre phase aujourd'hui, de développer. On parle là d'intercommunalité, on l'a pas sur le slide, mais je vous le dis. Dans le cadre de la politique émergence Madagascar, il est prévu de renforcer l'esprit d'espace de croissance, espace de solidarité. C'est quoi? L'espace de croissance, d'abord, il y en a 12 à Madagascar. L'espace de croissance, c'est des espaces qui sont faits, qui ont été définis par l'État, les ministères, les acteurs, comme pour initier l'esprit du pôle de développement selon les potentialités, les richesses qu'il y a. Mais les 107 espaces de solidarité, c'est beaucoup plus, ça répond à la philosophie d'intercommunalité, de dire, OK, le tourisme se développe ici, OK, tel secteur se développe ici. D'accord. Bon, pour la résilience, je pense qu'un seul point à dire, on s'est beaucoup demandé de dire la résilience des territoires. Aujourd'hui, il y a le corona, la santé, tout ça pour dire que les territoires, c'est vrai que dans les plans communaux de développement, au PDLID, dans les SRAT, dans les PRD, c'est mis le volet résilience, mais ce n'est pas accentué. Il y a des cadres juridiques qui viennent déjà de sortir pour dire qu'il faut que ce soit en résilience économique, en résilience écologique, en résilience sanitaire, il faut que les collectivités ont comment ils peuvent voir les problèmes chez eux pour pouvoir répondre aux vulnérabilités de chacun des territoires. Voilà, je pense que... Et pour conclure, mesdames et messieurs, c'est que, en particulier, j'ai appris qu'il y avait pas mal d'étudiants dans la salle. Vous vous retrouvez peut-être pas, mais vous faites partie aussi bien de la société civile, surtout. On a aussi une attente très forte de la part des universités, des instituts, et déjà depuis plusieurs années, que ce soit dans la coopération décentralisée, que ce soit sur l'intercommunalité ou les partenariats publics-privés, beaucoup de recherches à faire, beaucoup d'études où ça peut être des sujets de mémoire pour pouvoir appuyer, donc ils sont les bienvenus. Et vraiment, moi, je suis désolé, j'ai dépassé le temps, la modératrice est déjà en train de me regarder. Merci, Ram. Merci, mesdames et messieurs, ça serait durant les questions pour répondre. Merci. Merci, monsieur le directeur, pour votre intervention. Un mot très fort qui a été dit tout à l'heure, c'est que la décentralisation n'est plus une option, c'est une obligation. Donc, je pense que s'il y a une phrase qu'on devait retenir, c'est qu'il y a une volonté ferme de vouloir avancer dans cette décentralisation. Il y a aussi une volonté de mieux structurer en fait les collaborations entre les différentes entités, qu'elles soient de l'État ou des collectivités. Et maintenant, nous allons parler en fait d'un outil qui va dans ce sens, mis en place par l'État pour accompagner les collectivités, le Fonds de développement local. Donc j'invite Monsieur le Directeur général à nous parler de la structure du Fonds de développement local et comment faire pour pouvoir bénéficier de votre appui en tant que collectivité. Merci. Merci de m'avoir donné la parole. Honorable assistance, mesdames et messieurs, d'abord, donc, qu'est-ce que le Fonds de développement local? Donc, le Fonds de développement local, comme ce que Rav, la modératrice, a dit, donc, fait partie des dispositifs que l'État malagasy a donc mis en place
pour accompagner le processus de décentralisation. Donc, accompagner le processus de décentralisation à travers donc, un mécanisme d'encadrement et de financement des collectivités territoriales décentralisées afin de leur permettre d'exercer dans de meilleures conditions les compétences que l'État a dévolues à ces collectivités territoriales décentralisées. Donc, la voie de la maîtrise des ouvrages par le niveau local est donc la voie préconisée à cet effet. Qu'est-ce que le Fonds de développement local? Donc, c'est un organisme rattaché au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Il dispose de la personnalité morale, donc c'est un établissement public à caractère administratif. Donc, à cet effet, le Fonds de développement local donc, dispose de l'autonomie de gestion administrative et financière, d'où proviennent les financements que le FDL gère. Donc, pour une partie, le Fonds de développement local donc, gère des financements qui proviennent de l'État malagasy. Pour une autre partie, le Fonds de développement local gère également donc, des financements qui proviennent de la coopération internationale ou bilatérale dans le cadre de l'aide publique au développement. Donc, comment accéder au Fonds de développement local? Donc, le Fonds de développement local, en fait, pour y accéder, il a été institué un certain nombre de critères. Donc, parmi les premiers critères, donc des critères qui relèvent de dispositions légales, donc on peut citer par exemple l'obligation pour une commune de disposer, ou d'une intercollectivité, de disposer d'un compte administratif donc, qui va permettre donc, de retracer la gestion administrative, budgétaire et financière d'une collectivité pour une année N-1. Ensuite, donc, c'est l'obligation pour la collectivité, l'intercollectivité, de disposer d'un budget primitif donc, qui va donc prouver que la commune a son budget et a donc la capacité de gérer un budget pour l'intercollectivité. Et enfin, c'est l'obligation pour l'intercollectivité ou la collectivité de disposer d'un trésorier communal qui est mis à sa disposition, désigné par le ministère en charge des Finances. Parmi les critères additionnels, donc, le FDL également, donc, il a été institutionnalisé des critères additionnels. Donc, ces critères relèvent quant à eux d'abord de considération de bonnes pratiques en matière de gouvernance, mais également de considération donc, de sécurisation de fonds. Il ne faut pas oublier que le Fonds de développement local donc, transfère ou finance donc, des subventions d'investissement. Donc, ces critères, parmi ces critères, donc, on peut citer par exemple l'institutionnalisation de ce qu'on entend par IGL, ou l'indice de gouvernance locale. C'est donc un instrument qui permet non seulement donc d'obtenir la situation de la commune en matière de gouvernance, mais c'est également un outil qui va permettre d'ajuster ou de développer des stratégies de renforcement de capacité sur mesure donc, à l'endroit d'une collectivité ou d'une commune. On peut également citer par exemple le SLC. Alors SLC en deuxième ligne, c'est la structure locale de concertation. Donc il s'agit d'un dispositif qui est quand même prévu par les textes et qui va renforcer le processus de participation citoyenne dans la gestion en fait, des affaires locales. Donc, et j'en passe. Donc, parmi ces critères également, il ne faut pas oublier que le Fonds de développement local également a une capacité assez réduite de couverture de territoire. Donc, en matière de financement, ces critères également sont utilisés pour départager les communes ou les intercollectivités qui parviennent à constituer des dossiers de soumission de projets et qui se trouvent quand même sur une même situation, donc sur une même situation d'égalité. Quelques réalisations, donc pour terminer cette première partie de mon intervention, quelques réalisations, on peut passer au slide suivant. Donc depuis son existence, sa mise en place en 2009, le FDL donc, a signé et a financé 3 978 sous-projets
Donc le graphe suivant donc, montre la répartition des projets réalisés par les collectivités, les intercollectivités, donc par secteur. Donc le secteur prépondérant, donc bien sûr c'est la gouvernance. Ensuite c'est beaucoup le social, donc etc. Alors c'est juste un aperçu donc de la couverture du Fonds de développement local en fonction de différentes sources de financement. Donc je pourrais parler un peu plus tard en fait de la distinction entre ces sources de financement, entre des zones d'intervention. Mais dans tous les cas, donc voilà un peu la répartition de l'intervention du FDL donc pour l'année 2021. Merci. Merci DG. On a bien compris comment fonctionne le FDL et ce qu'il peut faire pour les collectivités et les intercollectivités. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler d'actions concrètes réalisées dans une commune ou intercollectivité, s'il vous plaît? D'accord, merci. Alors, à la base, donc, il faut bien comprendre, je rappelle encore donc, que le FDL finance des projets ou des infrastructures socio-économiques, donc il s'agit d'un financement d'investissement. Donc, s'agissant donc de financement d'investissement, le point de départ, donc comme interlocuteur du FDL, c'est d'abord soit c'est une collectivité territoriale décentralisée, soit c'est un regroupement de communes, mais qui dispose déjà d'une structure, d'un statut juridique et d'un organe de gestion opérationnel. Donc ça, c'est d'abord le point de départ. Donc lorsque cette structure, cette entité dispose déjà d'un statut, cette entité, donc une intercollectivité, peut soumettre un projet commun au Fonds de développement local à la suite d'un appel à projet que le Fonds de développement local donc, lance. Très bientôt, le Fonds de développement local donc, va lancer un appel à projet, va également faire connaître à toutes les collectivités territoriales décentralisées les opportunités de financement par zone, par nature de financement, et sur les conditions d'accès à ces financements. Donc, j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, dans la première partie de ma présentation, le Fonds de développement local gère également le Fonds national de péréquation. Donc, c'est quoi ce fonds de péréquation? Donc, contrairement aux autres fonds que le Fonds de développement local gère, ce fonds de péréquation est destiné au financement en fait, des investissements des collectivités les plus pauvres, parce qu'il s'agit donc d'un fonds d'équilibre. Donc, ce fonds de péréquation, quant à lui, est alimenté par des parts d'impôts, des parts de fiscalité, voilà, donc, et abondé également donc, par un certain nombre, donc, mais toujours de parts de droits d'impôt et de fiscalité. Concernant peut-être que la limite à ce que j'ai annoncé dans la première partie, c'est que pour les communes pauvres, bien sûr, les conditions légales d'accès au fonds de développement local donc, tiennent toujours sur la disponibilité, etc., donc des documents budgétaires, etc., mais à la seule différence que les communes ciblées sont déjà des communes déterminées en fait en fonction des données que l'INSTAT nous accorde, notamment dans le cadre des recensements général de la population et qui déterminent également donc, les collectivités les plus pauvres. Ensuite, comme mécanisme d'intervention, le FDL, donc, comme j'ai annoncé tout à l'heure, donc, il a été donc, préconisé que l'approche de principe est la maîtrise des ouvrages directs par les collectivités. Donc, comme nuance à cette maîtrise des ouvrages directs, c'est en fait la maîtrise des ouvrages par délégation, c'est-à-dire que dans certains cas, les communes ou les intercollectivités délèguent la maîtrise des ouvrages au Fonds de développement local, donc, pour que le Fonds de développement local réalise donc, en lieu et place. Je vais juste vous donner juste une petite définition de ce qu'est cette maîtrise d'ouvrage. Donc c'est une loi de 99
la loi 99/023, qui définit en son article 2 donc, cette maîtrise d'ouvrage. Donc le maître d'ouvrage, c'est l'entité publique pour laquelle un ouvrage de bâtiment ou d'infrastructure ou une étude est réalisée. Donc selon toujours cette loi, donc le maître d'ouvrage, donc, c'est celui qui va déterminer la faisabilité, l'opportunité d'une opération envisagée, sa localisation, son coût estimatif, sa réalisation et son exploitation. Donc, la notion de maîtrise d'ouvrage locale, quant à elle, donc, va renvoyer à la réalisation de ces différentes opérations par les collectivités avec les acteurs locaux. Donc, si on donne une autre définition donc, à cette maîtrise des ouvrages locaux, on peut dire qu'il s'agit d'une stratégie de développement institutionnel et organisationnel des acteurs locaux avec comme objectif de renforcer la gouvernance locale. Donc, ce schéma montre les formes d'intervention du FDL. Donc, lorsque le maître d'ouvrage aura identifié les projets, donc ce maître d'ouvrage, donc ici, peut être soit une commune, soit une intercommunalité. Donc, ce maître d'ouvrage donc, va soumettre un projet au FDL. Donc, après un appel à projet, une étude va se faire. Et après cette étude, donc, cette étude va aboutir à la contractualisation du financement du projet porté donc, par ce maître d'ouvrage. Donc, c'est dans le cadre de cette convention qu'il est donc institué les modalités pratiques pour la conduite de la maîtrise d'ouvrage, comme ce que j'ai annoncé tout à l'heure. C'est le petit encadré donc, en dessous qu'il explique. Tantôt, le FTL donc, réalise en maîtrise des ouvrages par délégation, mais par principe, c'est les collectivités elles-mêmes donc, qui vont réaliser tout le processus, donc, depuis l'identification des projets jusqu'à l'organisation de la mise en concurrence, l'appel, la passation des marchés publics pour le recrutement des entreprises, jusqu'à au contrôle et surveillance de la réalisation des travaux, jusqu'à la maîtrise d'usage ou comment on appelle ça, la mise en service des ouvrages qui a été réalisée par le financement. Voilà, donc merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Déchet, pour votre intervention. Donc, comme nous l'avons entendu, le Fonds de développement local permet de financer des subventions dans les collectivités, communes ou intercommunales ou groupements de communes qui sont disposent formellement de statut. Mais également, il y a un autre fonds qui est géré par le FDL, donc le Fonds national de péréquation, qui est dédié, qui permettrait aux communes les plus pauvres de pouvoir investir. Et bien évidemment, le FDL peut être un accompagnement de la maîtrise d'ouvrage dans la mise en œuvre de ces projets-là. Donc, en parlant de décentralisation, nous avons entendu les personnalités de l'État malagasy qui ont présenté le cadre juridique de la décentralisation, mais aussi les outils mis en place et en illustration, le Fonds de développement local. Maintenant, nous allons partir dans les régions pour partager avec les élus locaux comment se vit cette intercollectivité, comment est-ce un outil pour le développement de leur commune et de leur région. Et sans plus attendre, j'accueille le président de l'OPCI TFI Souamirai à faire son allocution. Donc, comment on va dans les régions, comment on est bilingue. Mampandrosanao Andriamatoa président, ifampizaranay ny tetikasa izay misy ao amin'ny OPCI TFI Souamirai. Merci de m'avoir donné la parole. Madame et Monsieur, honorable assistant, bonjour. Comme la modératrice a annoncé que je vais vous parler le vécu et l'expérience dans notre intercommunalité et en l'occurrence dans la commune que j'ai dirigée maintenant. Donc, permettez-moi de m'élever et de parler en langue malagasy. Et quelquefois, je fais
une explication en française, si vous voulez. Qui est l'OPCI Téfé-Soumraï? C'est une organisation publique de coopération intercommunale œuvrant dans un sous-territoire de la région Boine, créée par arrêté conjointe numéro 01/2013-OPCI Téfé-Soumraï 2021-2013, créée depuis 10 ans. Composée de 16 communes périphériques du parc national de Karafansk, dans le district d'Ambatoubouni et district de Marvoy. Dans le district d'Ambatoubouni, on est 9 communes et le district de Marvoy, 7 communes. Ça compose le OPCI Téfé-Soumraï, avec une population de 340 000 habitants, étendu sur 5 000 km². Bon, son budget pour 2021 était à 99 882 700 rials. Notre vision, dans 10 ans, le zone de l'OPCI Téfé-Soumraï serait modèle ou pilote dans la région Boine, sur le plan du développement et de la bonne gouvernance, et surtout avoir de l'environnement sain, protégé et périn. Zanoué Zania, ny OPCI de manana tanjona lavitrezaka ho lasa filamatra eo amin'ny faritra Boine amin'ny fampandrosoana sy ny fahaiza mitantana ary ny ananana tontolo iainana madio, voakajy ary maharitra. Ireo zany ny zone d'intervention izay nifaritana ao anatin'le graphe. À propos de nos missions, appui à la financement local, à finance locale, pardon. Niveau louan zania, nos premières missions, c'est l'appui à la finance locale. Zanoué, j'ai au niveau de nos PCI, dia manampy an'ireo commune mpikambana amin'ny resaka fampidiram-bola sy ny fitantanam-bola any fotony. Ka isan'ny zavatra tena imasoana an'izany dia ny afana mamaly ny critères izay apetraka ny FDL. Zay zany ny voalohany. Dia izay mpikambana dia efa mampiatra an'le budget programme avokoa zany amin'izao fotoana izao. Dia manao ny compte administratif ary manao ny auto-évaluation IGL na ny indice de gouvernance locale. Io zany dia isan'ny teboka anankitelo lehibe eo amin'ny resaka fampandrosoana ary isan'ny critère goavana azahoana famatsiam-bola amin'ny FDL ireo zavatra anankitelo ireo. Rehefa tsy manana an'ireo zany dia sarotra ny miaccéder any amin'ny financement ny FDL. Dia ao anatin'izay zany dia ny fampitomboana an'ireo ressources propres. Ny ataonay dia manao ny mise en œuvre ny plan stratégique individuel de recette. Zany hoe io zany tena hoe approche commune ny atao anatin'io. Dia mametraka nireo comité local de fiscalité zany na ny etra ny resaka géolocalisation amin'ny resaka impôt synthétique, ny sensibilisation amin'ny resaka civisme fiscal. Reo dia isan'ny imasoana ao anatin'izany. Dia amin'ny resaka gestion et comptabilité indray dia mise en norme ny comptabilité et ny compte de gestion. Ary iarahana miasa zany amin'ny tribunal financier ao Mahajanga fa manatitra ny hoany daholo zany ny commune membre ary tena isan'ny condition sine qua non tsy maintsy anaovana évaluation amin'ireo commune membre rehetra. Dia ny farany dia isan'ny tena imasoana zany amin'io resaka hoe appui à la finance locale io dia ny resaka pratique de la redevabilité et de budget citoyen. Zany hoe ny fanaovana ny tamberina andraikitra any amin'ireo vahoaka.
dia raha mijery an'le sary zao tsika ato misy tableau comparatif io ny 3 taona farany satria moa mbola tsy vita ny CA zany tamin'ity taona 1 dia CA 2020 zany no présenteko aminareo eto raha tamin'ny 2017 ka hatramin'ny 2020 zany dia nahitana fiakarana 40,19% ny budget ny commune tamin'ny alalan'ireo appui tsara marihana fa ny ao amin'ny OPCI TFSOMRAY dia misy ny membre exécutif dia ao anatin'izay membre exécutif zay misy assistant anankitelo zay ary ireo zany no manao coaching mizara isaka ny commune zay isorana manokana moa ny prodecide zay manao appui aminay amin'io zany amin'ny lafiny resaka financement. Je remercie le Prodecide pour votre appui financier à l'OPCI TFSOMRAY. Dia io zany ny vokatra azo raha izay 3 taona ny fanisy zay jerena dia amin'ny resaka investissement raha atao zany ny moyenne ny lalàna moa dia miteny hoe 15% ny recette dia farafahakeliny alefa makany amin'ny investissement dia tsy mora nefa ny manatanteraka an'io fa tena sarotra ary betsaka ny commune tsy afaka manao an'izany fa noho ny fisiany OPCI TFSOMRAY dia tamin'ny 2020 zany zay efa raha nataony moyenne dia natafiditra 13,68 ny budget zany ny aloena tany amin'ny investissement. Dia andray ohatra atsika zany ho an'ny commune Ambonivohitra Ambatoboiny ahafantarantsika hoe ohatrohatrany ahoana rehefa niditra ao anatin'le OPCI. Raha jerena zany ny situation financière anay eo anivon'ny commune Ambonivohitra Ambatoboiny dia tamin'ny taona 2020 zay dia nanana excédent budgétaire 175 millions 634 798,34 ariary. Io zany ny excédent budgétaire auprès de la commune urbaine d'Ambatoboiny. Nous avons un excédent budgétaire de 175 millions 634 798 millions. Ny recette-nay indray tamin'ny taona 2020. L'année précédente, nous avons une recette de 436 millions 122 830. Voilà les recettes enregistrées auprès des services financiers pendant l'année 2021. Concernant les dépenses, nous avons dépensé 331 millions 302 775 ariary. Donc, si on a fait une soustraction, actuellement, nous avons un reliquat de 280 millions 455 053 ariary. Io zany ny ataoko hoe vokatra rehefa voefa daholo ny karama. Comme nous avons payé tous les arriérés et les dépenses obligatoires auprès de la commune, nous avons les restes de 280 millions 455 053 ariary. Dia mety mametra-panontaniana atsika hoe fahoana ary somary tsy dia mahazatra loatra eto Madagasikara ny mahita commune hoe manana excédent budgétaire fa izahay indray zany hatramin'ny tantanako ny commune dia mahita an'io. Juste petite remarque hoe tamin'izaho nandray ny commune tamin'ny 2015 dia nanana arerena salaire 7 mois zany nraisiko tao. Dia nandritra ny premier mandat zany nanefa nitrosa zay napetraka ny lehibe ny tanàna zoky na vita teo aloha. Dia amin'izao moa zany zao ny situation miditra deuxième mandat zany deuxième année ny deuxième mandat zany zao ny zava-misy. Ankoatran'izay zany dia ireo zany ny budgetnay
eo nivony commune ambonivohitra Ambatoboiny amin'ny fonctionnement zany a io a 629 916 123 000 ariary. Dia ny investissement zany a 525 893 000 ariary. Dia zay manome total 1 milliard 155 809 123 ariary. Io zany a ny budgetnay a vinavinana amin'ity. Dia ny tsara-mariana raha ny teny tika teo no PCI zao a dia nanana 13,68% amin'le budget alloué amin'ny resaka investissement. Fa ny commune urbaine Ambatoboeny manokana dia efa 50% ny recettenay zany dia atokana amin'ny investissement. Zay zany a ny somary ataoko hoe mampitarika zany eo anivon'ny PCI hoe ary za dia miteny fa tsy ampy mihitsy raha zany 15% zany fotsiny no alefa amin'ny investissement. Heureusement moa misy any FDL eo a afana manao an'le investissement ho an'ny ben'ny tanàna zany. Fa ny tena marina zany a tena tsy afaka raha tsy tena mampiakatra. Dia zay nahatonga anay a nanao an'io a 50% ny recette dia natokana any amin'ny investissement. 50% ihany zany a ny anaovanay ny ino ty izy ny fonctionnement zany. Dia hijeritsika zany a ny amin'ny resaka développement local, inona ny appui ataonao PCI eo anivon'izany, ary inona daholo a ireo type d'investissement amin'ny ressources propres. Zany hoe nous allons voir l'appui au développement local et les types d'investissement sur ressources propres. Et une partie, on va voir aussi l'investissement financé par l'FDL. Dia midistre sary vitsivitsy zay eo. Dia misy ny hoe réhabilitation na bureau ny commune reto zany dia vita amin'ny fonds propre zany reo. Dia misy ny éclairage public. Raha ho an'ny commune Ambonivohitra Ambatoboeny manokana zao zany tamin'ity taona ty, tamin'ny taona lasa, dia izahay tsy mba nahazo fanampiana na fanomezana jiro, fa izahay nividy tamin'ny volanay madiodio. Zany hoe l'année prochaine nous n'avons pas reçu des dons, des lampadaires issus d'organismes publics ou de privés, mais la commune on a acheté à son propre fonds, à son propre moyen. Dia any Ambatoboeny zany a amin'izao dia mazava, dia mandefa anankiroa zany ny hazavana. Misy électrique dia misy solaire. Dia nividy zay lampe électrique teo amin'ny 25 pièces, dia ny lampe solaire 40 pièces. Reo zany isan'ny nividiana tamin'ny volan'ny commune. Dia ny fividianana an'ireo équipement informatique sy matériaux eo anivon'ny commune, reo koa dia efa mba vitanay ihany koa zany ny mividy an'io, fa misy foana koa fanampiana avy amin'ny Prodecide izay manome solotsaina na ireo imprimante maro isan-karazany. Dia misy ny construction des bâtiments pour les fokontany. Ho anay zao tamin'ny herintaona dia navita n'io sarina bureau fokontany anankitelo. Zany hoe nandritra n'izay nisy ny commune dia mbola tsy ary nisy mihitsy zany tany amin'ny fokontany hoe navita nanao bâtiment ohatran'izao. Zay misy efitra anankitelo izy io, dia ny anankiray ho an'ny filohan'ny fokontany, ny ray ho an'ny lefiny, ny ray ny an'ny secrétaire. Ary natao en dur zany le izy fa araka ny hitantsika amin'izao sary, ary efa vita tanteraka, ary efa vita ihany koa zany ny paiement-n'ireo. Dia nividy ihany koa zay tracteur, satria taloha tamin'izaho vao tonga vao lany maire dia sarety zany no anariana fako, sarety taritin'ny omby. Dia ohatran'ny nieritreritra hoe tsy maharaka tsony an'le fitaterana ny fako, dia nividy zay tamin'ny fonds propre ihany koa an'io tracteur avec remorque io. Za mihitsy moa zany no mitondra an'le tracteur ty eto, fa zay efa nany recruter chauffeur koa
mitondra tracteur zany amin'izao. Dia zay zany a raha ny illustrena kely ny ohatra avy amin'le appui ataony OPCI. Fa hijeritsika amin'ny côté ilany iray hoe manamarina n'le tenin'ny Andriamatoa Talety Général teo, ny financement avy amin'ny FDL zao a, dia eto Madagasikara na ny commune urbaine Ambatoboely koa ny vita voalohany a, zay nahazo financement 30 millions tamin'ny PAPSP a, efa vita tanteraka koa zany ny tsena. Vita tanteraka amin'izao a, araka ny fionana tamin'ny tompon'andraikitra moaly a, dia mbola izay rery aloha zany zao no navita an'le fotodrafitrasa zay novatsiany FDL vola, ary mino zay fa mety mbola azo amin'ny taonao avy satria aleo le manao no ampina. Matetika mantsy a, zay koa ny olana misy commune dia zay foana somary mampalahelo anay maire hoe mieritreretin'ny olona foana hoe mpangalatra foana ny maire. Fa ny maire tsy mpangalatra zany, fa ny maire dia agent développeur any amin'ny localité zany. Zay zany ny définition tsara omena. Fa ohatran'ny nisy zao filazana tary dia tamin'ny gazety hoe le tatitra natao dia hoe matetika migadra ny maire, dia mety noho ny tsy fahaizany. Fa zay no mahatsara an'le OPCI dia mifanoro, mifananatra, mifanitsy, ary tonga hatrany amin'ny manao réconciliation mihitsy zany ny OPCI eo anivon'ny TFS Somoray. Dia hitantsika zao piste zao a, dia famatsim-bola avy amin'ny FDL ihany koa zany navitanana zao a, any amin'ny commune, misy commune 90 zay membre, dia samy nahazo an'io daholo. Misy nahazo 3 km, misy nahazo 10, misy nahazo 5, fa presque nahazo daholo ary efa vita réception daholo reo amin'izao. Dia ohatran'izany koa zany ny école, dia reo zany misy école zay novatsiny FDL vola ihany koa zany manamarina zay teny resana teo zay hoe ny investissement zany dia ny fanjakana manao azy amin'ny alalan'ny FDL. Dia ity somary natokako manokana fa ny OPCI zany dia manana lycée anankiray. Io koa dia novatsiny FDL vola io dia manana internat izy zay itobian'ireo mpianatra. Dia ao Andranofasika zany no izy io no ao ny misy an'le lycée ary ny tena nafinaritra dia raha tsy diso io lycénay io no isan'ny nahafaka baka be indrindra tamin'ny heritaona. Dia ato zany zao ao amin'ny commune ny Andranomamy zay membre ao aminay manana le guichet unique amin'le marché de Bovidé zay tena mamaly an'le filan'ny vahoaka zany. Dia zay le leadership local zay en terme de l'économie zay ny tena ataoko hoe imasoanay ary entinay anatsarana foana zany ny fiainan'ny mpikambana ary mahasarotiny anay. Matetika ny olona dia miteny fa ny OPCI dia indraindray hoe OPCI anarany fotsiny, fa le ty tantanako ty zany dia hitatsika fa tena velona ary tena miasa dia manatratra n'le tanjona zay efa voafaritra mialoha. Ankoatran'izay zany dia misy zany ny appui à l'amélioration de la gouvernance locale zay ataon'ireo STD eo anivon'ny district ny Ambatoboeny zay financer ny Prodesida ihany koa zany io na amin'ny alalan'ny teknika na amin'ny alalan'ny fitaovana. Dia efa misy karazana siège zany eo anivon'ny eo amin'ny renivohitr'ny district afana zany mahafantatra, satria olana le hoe tsy mahafantatra texte ny maire dia makany amin'ny district izy manontany. Taizana zany ny ben'ny tanàna hoe tsy nisy école na ben'ny tanàna zany fa manontany rehefa tsy mahay. Dia misy centre zany afahana mametraka an'izay io moa ny saran'ny lehibe ny district ao anatin'le siège-n'le centre de référence io. Dia iresaka mahakasika ny IGL, dia ny moyenne ny eo anivon'ny OPCI zany tamin'ny taona 2018 dia 5,61 zany no moyenne nay rehetrarehetra sur 10 io. Dia amin'izao fotoana hitantanako zao zany dia niakatra 6,17 zany ny IGL zany andrasana moa zany ny IGL ataony ny fitondram-panjakana atoato.
dia misy foana koa zany ny fampifanana zay atao eo anivonao PCI amin'ny alalan'ireo technicianina rehetrarehetra avy any amin'ny INDDL. dia eo ihany koa zany ny avy ao amin'ny FDL ihany koa midina manome fifanana andreo secrétaire en état civil, ohatran'izay koa ny prodécide, ny agent de développement local, ny trésorier comptable zay fandraisan'ny DG teo. dia reo zany ny ataoko hoe tombony. dia mijeritsika zao hoe inona ary zany ny ato eo anivony OPCI TFS Somoray. ny atonay zany dia tsotra, dia hoe on travaille sur le cœur et le poumon de la commune, ressources financières et développement local. Accompagnement n'est pas standardisé mais cas par cas. io le niteneniko teo hoe approche commune par commune, araka ny tenen'ny monsieur le directeur teo hoe tsy hitovy na io commune mifanakaiky koa raha samy manana ny potentialitény samy manana ny cultureny na samy sakalava io hafa mihitsy ny filosophienay any amin'ny sakalavany Ambatoboeny, hafa koa ny mety ho eritreretiny sakalavan'ny Marovoay. donc nanay zany tena approche cas par cas zany ny ataonao PCI. dia manatona ny vahoaka zay zany tena ato. dia zay ngambany ny azo ifampizarana amintsika raha mahakasika ny OPCI. ny zavatra tianay apetraka foana zany dia hoe ny commune dia raisina toy ny société tantaniny PDG na directeur anankiray. dia za zao miteny amintsika ny amaranako azy dia hoe rehefa tsara ny fidiram-bolanay tamin'ny taona lasa dia nanome prime de motivation a zany rehefa nakatoavin'ny conseiller, dia nahazo 13e mois ny personnel ny commune urbaine Ambatoboeny zay misa eo amin'ny 57 eo zany misa. zay za mino fa mety mbola tsisy navita ohatr'izay kosa ngamba teto Madagasikara. ny commune dia afaka nanome prime de motivation 13e mois, zany hoe équivalent salaire 1 mois zany nomenay. dia azo atao tsara ny mampandroso ny commune rehefa manaraka ny fepetra sy ny fitsipika zay apetraka an'ireo fanjakana amin'ny lalàna maro loko sy ny lalàna maro isan-karazany eny anivon'ny commune. dia misaotra antsika naharitra ny eno hatramin'ny farany. Merci beaucoup, Monsieur le Président, maire d'Ambatoboeny. Pour nous dégourdir un peu les jambes, parce qu'il y a encore une intervention, je vous inviterai à vous lever, s'il vous plaît. Et applaudir. Applaudir. On va applaudir parce qu'on est content. Je vous oblige à être content parce que moi-même, ayant travaillé avec les communes depuis bientôt 15 ans maintenant, c'est rare qu'il y ait des communes qui aient des excédents budgétaires. Donc, applaudissons encore une fois pour féliciter M. le maire et son OPCI pour les travaux qu'ils ont réalisés. Je vous remercie. Je vais synthétiser rapidement les bonnes pratiques qu'il a partagées pour permettre à nos amis français de comprendre les points les plus importants qui a été dit pendant son intervention. Donc, pour commencer, l'OPCI a mis en place une vision de 10 ans, que nous comprenons tous que ça va bien au-delà d'un mandat politique d'un maire qui est de 4 ans. Ensuite, il a bien démontré le lien entre le travail de son OPCI et la mobilisation de mécanismes FDL qui est mis en place par l'État. Il a parlé aussi du partage de connaissances, d'apprentissage des pairs entre les maires, parce que comme il y a des communes qui sont plus pionniers que d'autres dans l'OPCI, cette intercollectivité permet aux maires d'acquérir des connaissances, de partager des expériences avec les autres maires au sein de l'intercollectivité. Saluons l'investissement de 13% par l'OPCI et surtout l'investissement de plus de 50% par la mairie d'Ambatoboeny, qui est exceptionnel pour une commune actuellement. Les excédents budgétaires dont nous avions parlé, ce qui a permis bien évidemment d'investir pour la commune. Et on a bien entendu l'appel du maire quand il a dit que les 15% n'étaient pas suffisants pour investir parce qu'il y a un retard dans les investissements, dans les infrastructures, dans la plupart des collectivités et des communes à Madagascar. Et le plus important, c'est qu'il a démontré
l'axe 2 ou axe 3 de la LPDE, qui est la territorialisation, parce qu'au sein de l'OPCI, ils ont dépassé la circonscription administrative d'une seule commune pour permettre à l'ensemble de territoires de se relever ensemble, pour relever ensemble les défis de la décentralisation. Encore une fois, Monsieur le maire, merci beaucoup pour votre partage. Ensuite, nous allons partir pas très loin dans la région d'Itas avec l'OPCI 3A, qui n'a rien à envier avec l'OPCI TFI Souamray, je crois. Et je donne la parole à Monsieur le Président de l'OPCI, également maire d'Ampéfi. Honorable assistance, mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis donc le président de l'association des communes Analavour, Ampef et Amousbeifans, qui est nommée donc 3A Mirous. Donc vous verrez ici le logo de l'Interco, Analavour, Amousbeifans et Ampef. Vous avez les collines d'Analavour, le lac de Ditas et puis le riz d'Ifans. Et en dessous, vous verrez commune Namvundna, Anga, Vaun, Nifapanchun. Pour faire vite, c'est des communes unies, un tremplin pour le développement. Et donc, voilà notre slogan, déjà d'emblée, pour dire que l'intercollectivité, l'intercommunalité, on y croit. On croit que ça peut vraiment résoudre les problématiques de la résilience. Ici, aujourd'hui, comme monsieur le maire, je vais tenter d'apporter nos expériences en ITAS concernant l'intercommunalité. Donc, comme je disais, au tout début, nous sommes une association de communes par opposition au PCI. Nous sommes des associations de communes rurales. Ces communes rurales en ITAS, on compte actuellement dans ces 3 communes-là 122 000 habitants et répartis dans 42 Funkoutan. Je vais vite passer par rapport à l'organisation. Nous avons une assemblée générale assez hétéroclite. Il y a le maire, le PCC, des représentants de chefs Funkoutan, des STD, des opérateurs économiques et des OSC. Et puis nous avons notre conseil d'administration et un bureau exécutif que j'appellerai plus tard secrétariat permanent. Donc les prémices de la structure, ça s'est fait en 2012, assez facilement parce que 5 communes, nous sommes 3 actuellement, mais il y avait 5 communes au départ. Et ces 5 communes-là qui tournent autour d'Analavour, qui est un peu un pôle économique assez important en ITAS. On s'était rendu compte, on n'avait pas de lycée public. Donc les 5 communes s'étaient mis d'accord pour ériger un lycée à Analavour et avec nos propres moyens. Et puis plus tard, on s'était rendu compte également qu'on a un problème d'accès aux services de base, d'eau, d'assainissement et d'hygiène. Ce qui nous lie en fait, c'est toujours Analavour qui est un pôle économique formidable, mais également nos ressources naturelles et nos sites touristiques que je pense que la plupart d'entre vous ont déjà visités. Et puis plus tard, donc, les problématiques détectées avec la région ITAS, là, plus tard, on a été financé en fait par des partenaires comme l'Aquitaine. Et donc, il avait été détecté avec ces partenaires-là. Après des études, en fait, que nos communes ont des problèmes, en fait, par rapport à la gouvernance locale. Donc, les défis d'aménagement du territoire, les concertations, la participation citoyenne, une faible
accès aux besoins en eau, assainissement, ça revient toujours. Hein. Et pourtant, on a vraiment des problèmes de bilharzie là où on est. Et puis, finalement, aussi, une faible implication et participation des habitants et de la société civile dans la gestion des affaires publiques. Et donc, grâce à l'appui du PAGLI, le programme de gouvernance, d'appui à la gouvernance locale, nous avons pu méditer ensemble et puis nous avons des appuis financiers, appuis techniques pour remédier à cela. Donc à ce jour, nos réalisations, bon, j'avais parlé du lycée d'Anna-Lavour, mais je tiens également à appuyer ce que monsieur le maire avait dit auparavant. L'intercommunalité, ça permet d'avoir une durabilité, une continuité en fait par rapport aux équipes précédentes, comme ce qui avait été souligné auparavant. Nous, les maires et les conseillers, on arrive là pour juste 4 ans, avec en général peu de bagages en administration publique. Donc là, on a l'équipe technique qui est là pour nous appuyer, et aussi le ministère de l'Intérieur par l'intermédiaire du district, pour nous appuyer techniquement. Et puis, à côté, on a la chance aussi d'avoir l'équipe technique pour nous rappeler, pour souligner qu'il y a eu d'autres projets auparavant et essayer de continuer en fait ce que nos prédécesseurs ont fait. Et donc, vous voyez ici on a des renforcements techniques grâce à ces équipes-là. Pour prendre en exemple l'adduction d'eau potable d'Ampef, c'est un projet en fait qui a commencé il y a 10 ans. J'avais 3 maires avant moi qui ont étudié avec l'équipe technique, qui ont essayé de réaliser ce projet-là. Auparavant, il n'y avait pas d'adduction d'eau potable à Ampef. On puisait soit dans l'Akita, soit des puits privés. Et donc, il a suffi que l'équipe technique, le service permanent, le secrétariat permanent, donc nous transmettent, voilà, il y a un projet qui est en stand-by depuis 10 ans et qui cherche à être réalisé. Il suffisait d'un petit coup de pouce et puis ça s'est fait. Donc, ça a permis, pour répondre en partie, que ça permet de répondre en fait aux problématiques de résilience. Là, on parle de santé, on parle de développement en général, parce que l'arrivée de cette eau potable-là, ça a créé aussi l'arrivée d'autres hôtels qui voient là un plus en fait par rapport à ce qui avait été apporté auparavant. Autre chantier aussi, il y a plusieurs chantiers public en ITAS, mais je vais souligner le nôtre qui en a également eu des financements du FDL. C'est mon prédécesseur qui était un PDS qui a obtenu ce financement. Je ne l'aurais pas su sans l'appui du secrétariat permanent qui avait fait les études, qui nous a appuyés ensuite dans la réalisation, dans les appels d'offres et tout ça, parce que c'est vite arrivé, on est arrivé avec nos bagages techniques, donc il fallait courir assez vite parce qu'il y a des deadlines à respecter, et grâce donc au service permanent, on a pu accélérer, on a pu suivre les deadlines et réaliser le projet dans les normes et suivant les cahiers des charges imposés. Je continue, donc également donc grâce à notre interco, et également je remercie le PAGLI et la région Nouvelle-Aquitaine pour son appui financier et technique pour la réalisation de quelques projets. Dans les projets d'eau, assainissement et hygiène, on a pu créer des toilettes, des réseaux d'adduction d'eau au fond fin de campagne, dans nos Fukutanes, mais tout en appuyant le côté OSC féminine, qui est très important dans la résilience apparemment. Donc voilà, des points qui fait que c'est le fait d'être dans une interco, ça permet de démarrer rapidement en fait, sans tarder, sans patiner au départ en commençant un mandat.
Au fur et à mesure, donc, on a voulu revenir à l'indépendance qu'on avait financièrement qu'on avait au départ, parce que pour rappeler, on avait commencé à financer notre intercommunalité, des projets grâce à nos fonds propres. Et puis, on a commencé un peu à beaucoup s'appuyer sur le PAGLI pour les réalisations. Maintenant, le PAGLI, aujourd'hui, nous pousse à voler de nos propres ailes. Et il nous donne un financement pour la création d'une gare routière. Une gare routière, pour ceux qui sont passés déjà sur un PEF et qui passent par Nalavour, se rendent compte que c'est un peu dur de passer par Nalavour. Et pour les utilisateurs, enfin les usagers de taxi brousse, c'est dur d'attraper un taxi brousse comme il faut en période de pluie. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire une gare routière commune pour les trois communes, donc, mais qui vont desservir de la R1 qui va jusqu'à Tsouromandit, R1 43 qui va jusqu'à Faratsiou. Ça va également créer des emplois. Et donc, voilà, je mets 3 points de suspension. Donc, comme je disais, notre but aujourd'hui, c'est la pérennité de notre association. On voudrait que ça dure. Si jamais il n'y a plus de financement extérieur, on aimerait pouvoir voler de nos propres ailes. C'est pour ça qu'on est à fond sur ce projet-là. Peut-être dans comment on appelle ça, une association de communes, ça nous a permis aussi de visiter d'autres OPCI, comme le TFI Sourmirail. Pour ce projet-là, justement, on a pu visiter d'autres OPCI pour des échanges de bonnes pratiques, en fait. On le fait régulièrement aussi entre nous en ITAS, entre les 3 communes. On échange, comme disait Monsieur le maire tout à l'heure, on échange les bonnes pratiques, les bonnes manières, tout ce qui se fait de mieux dans les communes d'ITAS en général, parce qu'il y a d'autres associations également en ITAS. Et grâce au comité de pilotage organisé par le PAGLI, on se rencontre régulièrement et donc on peut échanger sur ce qui se fait dans les autres communes. On est en période de Covid, et durant le premier confinement, on a pu, grâce à des financements extérieurs, distribuer des masques auprès des étudiants, enfin auprès des élèves pendant les examens, les CEPE et on appelle ça, les BEPC en fait, et les bacs. Et on a aussi fait des communications au niveau des radios en commun pour mobiliser, pour rappeler les gestes barrières auprès de la population de l'ITAS. Pour finir, donc 2 points. Actuellement, enfin depuis l'année dernière, on a commencé à mutualiser aussi nos services. On a commencé par la fiscalité, dans le but d'améliorer nos résultats en termes de recouvrement, et également réduire les coûts. Donc on a du matériel qu'on a en commun qui nous permet de réduire les coûts. Et puis le dernier point qui est très important, nous sommes une force de proposition. Le fait d'être unis, ça nous permet d'avoir un rapport de force par rapport aux institutions. On a eu un gros problème en arrivant, donc en prenant notre mandat. On a eu des retards de paiement des ristournes, des retards de paiement des impôts synthétiques, ce qui fait qu'on était quand même assez asphyxiés au niveau de notre trésorerie. Le fait d'avoir échangé auprès des institutions, ça a vite dénoué nos problèmes. Et nous avons actuellement donc des finances assez larges qui nous permettent de travailler comme il faut. Voilà, je finis sur notre logo et sur notre slogan. On y croit. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre intervention. Effectivement, en lien avec notre thème d'aujourd'hui,
notamment la question de la résilience. Monsieur le maire nous a partagé les clés de la durabilité, en fait, parce qu'effectivement, il a parlé du fait de la mise en place du secrétariat permanent qui va permettre au territoire de disposer d'une certaine continuité dans les actions. Et là, il répond à une question que bon nombre de citoyens se posent. Est-ce qu'il faut changer les projets à chaque fois qu'on change de mandat politique? Et là, il nous donne un tuyau de se dire, il y a une équipe technique en permanence qui est là, qui ne change pas et qui permet la continuité des projets au sein des territoires. Je pense que ça, c'est très important parce qu'à différentes échelles, on se pose souvent cette question. Aussi, il a parlé de cette volonté de s'autonomiser. Bien que l'OPCI est soutenu, accompagné financièrement, il y a une volonté des communes en fait, de se dire on va y aller aussi par notre propre moyen. Et ça, c'est encore une autre clé de la durabilité. C'est un moyen de résilience que propose l'OPCI 3A. Et ensuite, il a parlé aussi, comme l'autre OPCI, de l'importance d'apprentissage entre les maires, mais en plus, l'apprentissage entre OPCI, parce que c'est deux échelles de gouvernance différentes. Et là, il donne en fait de bons conseils que j'espère va être entendu par d'autres collectivités, parce qu'il y a de bons exemples à suivre. Bien évidemment, les deux OPCI ont insisté sur l'importance des finances locales, le nerf de la guerre, parce que tant que ça, ce n'est pas résolu, ce n'est pas réformé, les communes auront toujours du mal à accomplir les missions qui leur sont confiées.